Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va s'attaquer à la question à 1 million d'euros, littéralement. On a tous ce fantasme, n'est-ce pas? Le ticket de loto gagnant, la notification bancaire qui change la vie, la villa avec piscine à débordement. On se dit tous que si on avait ça, juste ça, nos problèmes s'évaporeraient et qu'on nagerait dans un bonheur perpétuel. Mais est-ce que c'est vrai? Pour casser l'ambiance, ou peut-être pour nous libérer, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, désolé d'avance mais je suis venu armé de graphiques et de mauvaises nouvelles pour ton rêve de yacht. Enfin, de mauvaises nouvelles pour le yacht, mais peut-être de très bonnes nouvelles pour ton compte en banque actuel. C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, on parle du paradoxe d'Esterline. Thomas, on commence par le rêve. Si demain je gagne au loto, disons 10 millions, tu ne vas quand même pas me dire que je ne serai pas plus heureuse? Alors si, tu vas l'être, absolument. Tu vas être extatique, euphorique. Tu vas probablement crier, pleurer de joie et appeler tout ton répertoire. Mais la question n'est pas de savoir si tu seras heureuse le jour J, ni même le mois suivant. La vraie question, c'est de savoir comment tu te sentiras dans 6 mois ou 1 an. Et là, la science est formelle. Tu seras revenu à ton niveau de bonheur initial. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Attends, c'est difficile à avaler ça. Si je roule en Ferrari au lieu de ma vieille citadine, chaque matin devrait être une fête, non? C'est l'illusion classique. Prenons ton exemple de la Ferrari. C'est l'image parfaite du tapis roulant hédonique. Disons que tu l'achètes. Les premières semaines, c'est incroyable. L'odeur du cuir, le bruit du moteur, les regards des gens. Ton cerveau reçoit des décharges de dopamine massives. Mais l'être humain est une machine à s'adapter. C'est notre super pouvoir biologique pour survivre, mais c'est notre malédiction pour le bonheur. Donc mon cerveau s'habitue à la Ferrari comme il s'est habitué à mon café du matin. Exactement. Au bout de 3 mois, la Ferrari ne sera plus cette machine incroyable. Elle deviendra juste ta voiture. Tu vas commencer à t'énerver pour les mêmes choses qu'avant. Les embouteillages, le prix de l'essence qui pour le coup sera pire, ou un bruit suspect dans le moteur. La voiture a changé, mais la conductrice et sa capacité à gérer le stress sont restées les mêmes. C'est ça, le tapis roulant. Tu cours après des objets pour augmenter ton niveau de bonheur, mais dès que tu les obtiens, le tapis accélère et tu restes sur place. C'est un peu déprimant vu comme ça. On est condamné à courir dans le vide? Pas forcément, mais il faut comprendre que le matérialisme est un jeu truqué. Et ça, Richard Easterlin l'avait compris bien avant tout le monde. C'est là qu'on entre dans le dur du sujet, le fameux paradoxe de 1974. Alors explique-nous ce qu'il a découvert, ce cher Richard. En gros, Easterlin a regardé les données économiques et les sondages sur le bonheur après la Seconde Guerre mondiale. La logique voudrait que si un pays devient plus riche, ses habitants deviennent plus heureux. C'est logique, non? Plus de confort, meilleure santé, plus de sécurité. Oui, ça semble évident. Si le PIB double, le sourire devrait s'élargir. Et pourtant, non. C'est ça le paradoxe. Il a remarqué qu'à un instant T, les riches sont effectivement plus heureux que les pauvres. Ça, c'est indéniable. La pauvreté, c'est du stress, de la souffrance, de l'insécurité. Donc sortir de la pauvreté augmente le bonheur de façon spectaculaire. Mais une fois qu'un pays atteint un certain niveau de développement, la courbe s'aplatit complètement. Aux États-Unis, par exemple, le pouvoir d'achat a doublé ou triplé depuis les années 50. Mais le niveau de bonheur déclaré n'a pas bougé d'un iota. C'est fou quand on y pense. On a des smartphones, Internet, des voyages low cost, et on n'est pas plus heureux que nos grands-parents qui n'avaient pas l'eau courante partout? C'est exactement ça. Et des études plus récentes, notamment celles de Daniel Kahneman et Angus Deaton, ont même mis un chiffre là-dessus. C'est le fameux seuil de satiété. J'ai entendu parler de ça. C'est le chiffre magique du salaire du bonheur, c'est ça? C'est ça. Aux États-Unis, il avait fixé autour de 75 000 $ par an. Si on adapte ça à la France d'aujourd'hui, avec l'inflation, on serait peut-être autour de 4 500 ou 5 000 € par mois net pour un foyer. L'idée, c'est que jusqu'à ce montant, chaque euro gagné enlève du malheur. Il paye le loyer, il remplit le frigo, il permet de soigner les dents du petit. C'est de la sécurité mentale. D'accord, donc l'argent fait le bonheur quand on en manque. Voilà, l'argent est un excellent anxiolytique jusqu'à ce seuil. Mais une fois que tous tes besoins sont couverts, que tu peux partir en vacances et épargner un peu, chaque euro supplémentaire a un rendement décroissant. Gagner 10 000 € de plus quand tu en gagnais déjà 100 000 ne changera quasiment rien à ton humeur quotidienne. Tu auras juste des problèmes de riches. Des problèmes de riches. C'est difficile d'avoir de l'empathie pour ça, mais je vois l'idée. Mais Thomas, il y a quand même un truc qui me chiffonne. Si je gagne le loto, je n'ai plus à travailler. Je suis libre. Ça doit rendre heureux, non? Ah, le mythe de la liberté absolue. Parlons des gagnants du loto, justement. C'est le cas d'école tragique en économie comportementale. On a des études qui montrent que beaucoup finissent dépressifs, voire ruinés quelques années après. Et il y a une raison psychologique fascinante à ça, qui s'appelle la perte des petits plaisirs. La perte des petits plaisirs? C'est-à-dire? Imagine, Sarah, tu adores boire une bonne bière fraîche en terrasse le vendredi soir après une semaine difficile. Ce moment est délicieux parce qu'il est rare, parce qu'il est mérité, et parce qu'il y a un contraste avec l'effort. Oui, c'est le meilleur moment de la semaine. Maintenant, imagine que tu peux t'acheter la brasserie. Tu peux boire du champagne millésimé au petit déjeuner. Tu peux tout avoir, tout de suite, sans effort. Ton seuil de stimulation monte en flèche. Une simple bière n'a plus aucun goût. Un week-end en Normandie devient fade parce que tu peux aller aux Maldives en jet privé. Tu tues la capacité de savourer. C'est terrible en fait. C'est comme si on devenait insensible à la vie normale. C'est exactement ça. C'est une forme d'anesthésie par l'abondance. Quand tout est exceptionnel, plus rien n'est exceptionnel. C'est le prix caché de la richesse extrême. On perd la texture de la vie.
La psychologue Jordi Quaidbach a fait une étude géniale là-dessus. Elle a montré que rien que le fait de montrer une photo d'argent à des gens avant qu'ils ne mangent un morceau de chocolat faisait qu'ils savouraient moins le chocolat. Juste la photo d'un billet? Juste l'idée de la richesse suffit à réduire notre capacité à profiter de l'instant présent. C'est fou, non? Notre cerveau se dit « j'ai mieux à faire, je peux avoir mieux. Pourquoi je me contenterai de ça ?» Bon, Thomas, tu viens de démolir mes rêves de grandeur. J'ai compris, la Ferrari ne sert à rien, le loto est un piège et mon cerveau est un traître. Mais on fait quoi alors? On reste pauvre et on philosophe? Non, pas du tout. L'ambition n'est pas mauvaise, mais il faut savoir dans quoi investir. Si l'argent ne fait pas le bonheur au-delà du seuil de confort, qu'est-ce qui le fait? La science a aussi des réponses là-dessus. Et la réponse tient en un mot. Expérience. Les voyages, les concerts, ce genre de choses? Oui, mais pas seulement. C'est la distinction entre acheter un bien matériel et vivre une expérience. Le canapé en cuir à 5 000 €, dans 2 ans, il sera usé, et tu ne le verras même plus. Par contre, ce voyage un peu galère que tu as fait avec tes amis en sac à dos, ou ce cours de cuisine que tu as pris avec ta mère, ça prend de la valeur avec le temps. C'est vrai, on en parle encore 10 ans après, on rigole des galères, on embellit même les souvenirs. Exactement. Le souvenir est un capital qui s'apprécie, alors que l'objet est un capital qui se déprécie. L'autre point crucial, c'est le temps. La vraie richesse moderne, ce n'est pas le compte en banque, c'est l'agenda. Les gens qui utilisent leur argent pour acheter du temps sont nettement plus heureux. Acheter du temps, tu veux dire payer quelqu'un pour faire le ménage par exemple? Tout à fait. Payer une femme de ménage, payer pour ne pas faire la queue, payer pour réduire son temps de trajet. Si tu utilises ton argent pour supprimer les frictions de ta vie et libérer du temps pour tes relations sociales, là, tu convertis l'argent en bonheur. Parce que le facteur numéro 1 du bonheur, loin devant le revenu, c'est la qualité des relations humaines. Donc, au lieu d'économiser pour la Ferrari, je devrais payer quelqu'un pour tondre ma pelouse et passer ce temps-là à boire un café avec une copine. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire, mathématiquement prouvé. Le paradoxe d'Esterline nous enseigne une chose fondamentale. Nous sommes des animaux sociaux, pas des animaux financiers. On cherche le statut à travers l'argent, mais ce qu'on veut vraiment, c'est la connexion et le sens. C'est une belle conclusion. On court après de l'argent pour être aimé, alors qu'on pourrait juste passer du temps avec ceux qu'on aime. C'est ça, et ça coûte beaucoup moins cher. Merci Thomas. Je vais annuler ma commande de Ferrari et je vais plutôt t'inviter à déjeuner. Avec plaisir, tant que c'est toi qui régales. Ça marche. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rappelez-vous, le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est dans la façon dont vous marchez. À la prochaine!